Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie du chapitre de planification hiérarchisée. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de niveau court terme de planification qui correspond au calcul des besoins et des charges. Nous avons vu que cette démarche était structurée en deux étapes. La première étape est ce qu'on appelle le calcul des besoins nets, c'est-à-dire les quantités à approvisionner ou à fabriquer pour chaque période pour le produit fini et chacun de ses composants et matières premières. C'est ce qu'on a appelé les besoins indépendants et dépendants. Dans une deuxième étape, on va voir comment on évalue les charges induites par les quantités calculées, puis comment les comparer aux capacités disponibles pour vérifier si l'équilibre entre charges et capacités est respecté. Pour illustrer la première étape, nous étions restés sur l'exemple de MRP. Donc si vous l'avez remarqué, le calcul MRP se fait dans un contexte déterministe sans prise en compte des aléas de production. Or, dans la réalité, un système de production fait face à plusieurs types d'aléas. Par exemple, si la machine qui fabrique un composant devait tomber en panne, cela entraînerait un retard pour tous les composants dont la fabrication nécessite cette machine. Et ce retard entraînerait la non-disponibilité de ces composants au moment voulu et donc empêcherait la fabrication et le montage des composés au niveau supérieur de la nomenclature. Imaginez que le composant en question pourrait être une pièce valant quelques centimes et sa non-disponibilité entraînerait l'assemblage et donc la livraison ponctuelle d'un produit valant plusieurs milliers de dirhams. D'où la criticité de la prise en compte des aléas à ce niveau de planification. Donc il y a plusieurs types d'aléas qui peuvent entraver la planification déterministe. D'abord, les aléas sur les prévisions dont on a qu'on a abordé dans le chapitre de gestion de stock et d'approvisionnement, de stock d'approvisionnement. Eh bien, c'est le même principe pour le stock d'encours. On utilise un stock de sécurité dimensionné selon l'approche de taux de service vue dans le chapitre précédent. Pour que si la demande est plus importante que prévu, on puisse piocher dans ce stock de sécurité pour y faire face. On a déjà vu dans le calcul MRP que le stock de sécurité constituerait un besoin supplémentaire qui va augmenter à court terme les quantités lancées et ainsi éviter les ruptures. Deuxième type d'aléas possible dans un système de production, ce sont les aléas sur les quantités. En effet, lors de la fabrication des composants et produits finis, on constate que la consommation réelle dépasse parfois les consommations théoriques qui figurent dans le coefficient technique de la nomenclature. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des matières premières de qualité incertaine, des composants fabriqués devant être retouchés ou rebutés, des défauts au démarrage des machines, etc. Bref, un processus d'approvisionnement et de fabrication non maîtrisé qui génère de la non-qualité. Bien évidemment, il faudra remédier à cette non-qualité en appliquant des outils de la démarche qualité, mais en attendant et pour éviter de se retrouver avec des quantités de composants et produits finis inférieures à celles calculées par le MRP, on doit tenir compte de la surconsommation de matières premières et composants en majorant les coefficients dans la nomenclature et donc en augmentant les quantités lancées. Par exemple, si pour fabriquer un t-shirt, il faut 1 kg de coton plus ou moins 10%, si on a besoin de 100 t-shirts, on va commander 100 kg fois 1,1 au lieu de 1 qui se trouve dans la nomenclature, soit 110 kg pour éviter tout risque de rupture de matières premières. Et le stock résiduel de coton, si le coton résiduel, s'il en reste, va être déduit lors du prochain calcul des besoins. Troisième type d'aléa auquel on peut faire face avec un système productif, dans un système productif, ce sont les aléas sur les délais.
Pour faire le calcul MRP, on a considéré des délais d'obtention qui correspondent au temps de traitement de commande et livraison d'un lot de matières premières et la durée nécessaire pour transformer un lot de composants en tenant compte des temps de réglage et des temps opératoires unitaires. Ces durées d'obtention purement techniques peuvent être rallongées par plusieurs facteurs, comme par exemple le retard d'approvisionnement du fournisseur, la panne d'une machine utilisée pour fabriquer le lot, la charge de travail de l'atelier qui peut impliquer un délai d'attente en amont des machines en présence de lots plus prioritaires qui relèvent de la problématique d'ordonnancement en atelier. Donc pour prendre en compte tous ces facteurs, le planificateur devra ajouter un délai d'obtention technique. Il devra ajouter au délai d'obtention technique une marge de sécurité pour éviter tout risque de retard dans la mise à disposition des matières, composants et produits finis. Dans de nombreux logiciels, ce délai est calculé en considérant un temps d'attente devant chacune des opérations de la gamme opératoire. Vu que ces délais sont majorés, la plupart du temps, les pièces sont disponibles avant le délai annoncé et resteront donc en stock jusqu'à leur consommation par les ordres de niveau supérieur de la nomenclature. Cette majoration évite non seulement les ruptures de stock, mais laisse également aux responsables de production une certaine souplesse pour organiser le travail, rattraper des retards éventuels ou traiter des commandes urgentes. Donc, dans le calcul du MRP, on a parlé de politique de lotissement et de taille de lot économique qui fait qu'on produit plus que le besoin net du produit fini composant matière première. Le besoin est consommé, le reste va rester en stock et donc induit des frais de stock. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi fabriquer par lot ? C'est une question à laquelle on a déjà répondu lorsqu'on a parlé des fonctions de stock dans le chapitre précédent de gestion de stock. Souvenez-vous en particulier de la fonction de circulation et la fonction technologique du stock. En effet, dans le tableau du MRP, vous avez jour par jour le besoin net à produire. Supposons par exemple qu'on a besoin de 50 unités pour le jour 5, 125 unités pour le jour 6 et 25 unités pour le jour 7 de planification. Plutôt que de lancer séparément les besoins de chaque journée, on pourrait choisir de produire les besoins des 3 jours, donc 200 unités, le jour 5 qui correspond au premier jour du besoin, afin de faire un seul réglage sur les machines utilisées pour la fabrication de cette référence. Donc le regroupement dans ce cas permettrait d'économiser du temps, qui est le temps de réglage pour les jours 6 et les jours 7, et qui dit temps dit coût également. Et donc d'augmenter la capacité de production utile. Pareil, si on parle de lancement d'une commande pour une certaine matière première auprès d'un fournisseur, le regroupement permettra de faire des économies d'échelle, que ce soit en termes de rabais si le fournisseur propose des rabais sur les quantités achetées, ou encore sur le taux de remplissage des moyens de transport, et donc on bénéficie d'économies d'échelle sur la structure des coûts fixes de transport. En dehors des raisons économiques, la politique de lotissement, ou donc la fabrication par lot, peut découler de certaines contraintes purement techniques de fabrication et de transport. Comme par exemple dans certaines industries chimiques, pharmaceutiques ou dans les industries de parfum, où on doit souvent travailler par lot de taille fixe correspondant à la capacité des cuves, des autoclaves, etc. Comment est-ce qu'on décide des règles de regroupement des besoins? Avant de parler des règles, il faut noter que le regroupement doit être appliqué niveau par niveau, en partant du niveau 0 de la nomenclature, car les besoins dépendants ne peuvent être déterminés qu'après avoir regroupé les ordres de fabrication du produit fini. Ensuite, les règles de regroupement peuvent être déterminantes pour l'efficacité économique de la planification basée sur le MRP, dans le sens où ça détermine le niveau de stock avec tous les frais de stockage qui en découlent et le nombre de réglages des machines avec tous les frais de lancement qui en découlent aussi. Donc il existe plusieurs règles possibles. Pour chaque article, on peut comparer les différentes règles en fonction des différents coûts associés, donc des coûts de stockage
et des coûts de lancement. On peut, par exemple, comparer les règles suivantes. La règle lot par lot qui consiste à ne pas faire de regroupement du tout. Donc chaque besoin donne lieu à un ordre de fabrication. Même s'il devait y avoir plusieurs besoins dans la même journée, chaque besoin devrait être lancé à part. Donc c'est une règle de base qui va servir à comparer avec d'autres règles de regroupement et qui a comme avantage donc la traçabilité des différents ordres de fabrication. Donc, on peut comparer cette règle avec la règle, par exemple, de regroupement suivant la période économique de lancement. Donc, elle consiste à regrouper les besoins futurs sur un horizon donné qui peut être, par exemple, un jour, une semaine, 10 jours, etc. Donc, on évalue par la simulation le coût de regroupement de différentes périodes possibles. Si la période est d'une semaine, par exemple, il y aura au plus un lancement par semaine de cette référence. Une autre règle possible, c'est la quantité économique de lancement qui consiste à lancer un lot de taille constante prédéterminée en appliquant la formule de Wilson pour le calcul de la quantité économique qu'on a vu dans le chapitre 2 de la gestion de stock. Donc cette règle est applicable pour des articles avec une demande relativement régulière pour ne pas tomber ni en surstockage ni en rupture de stock. Finalement, la dernière règle que nous allons voir, c'est celle que nous avons déjà utilisée dans le calcul du MRP et qui est la quantité multiple de lancement. C'est-à-dire qu'on lance des lots d'une taille multiple d'une quantité donnée qui correspond généralement à une taille de lot technique. Donc on va faire une petite simulation sur Excel, histoire de comparer les différentes règles avec pour une référence donnée. Donc prenez votre fichier de travail qui s'appelle 3-MRP, onglet regroupement. Donc voilà le fichier Excel. Dans votre fichier Excel, vous avez des besoins nets. Donc ce sont des besoins nets pour une référence matin et après-midi. Pour chaque règle, on va calculer les stocks et puis on va calculer le nombre de lancements, sachant qu'un stock coûte 2 dirhams par produit et par jour et qu'un lancement coûte 50 dirhams. Et ensuite, donc on va calculer le coût total et on va comparer les coûts totaux des différentes règles. Donc je vous demanderai dans un premier temps d'arrêter la vidéo, d'essayer de faire l'exercice par vous-même avant d'enchaîner la vidéo donc par la correction. Voilà, donc on a ici des besoins nets. Donc comme je vous l'ai expliqué, la règle lot pour lot, c'est en fait de ne pas faire de regroupement. Donc on a donc ici c'est déjà renseigné, mais le lot pour lot, c'est les ordres du matin sont lancés le matin, les ordres de l'après-midi sont lancés l'après-midi pour une question de traçabilité des différents ordres de fabrication. Donc lorsqu'on fait ça, on a bien évidemment zéro stock. Donc les quantités qui sont lancées, c'est exactement la même chose que ce qui est consommé. Donc on va se retrouver avec un zéro stock. Donc la même chose, lorsqu'il y a un zéro, j'ai coché l'option de ne pas afficher des zéros pour ne pas encombrer donc, le tableau, d'où le fait que vous ne voyez rien dans mon affichage. Donc pour les lancements, donc on aura un lancement à chaque fois qu'on va lancer un ordre de fabrication. Donc la formule c'est si l'ordre de fabrication lancé le matin est supérieur à 0, c'est qu'on aura un seul lancement, sinon on aura 0. Et la même chose pour l'après-midi. Donc si l'ordre de fabrication de l'après-midi est supérieur à 0, le nombre de produits lancés est supérieur à 0, donc on aura un seul lancement, sinon on aura 0. Donc voilà, première journée, on aura 2 lancements, matin et après-midi.
Deuxième jour, il n'y a rien du tout, donc vous aurez 0 lancement. Et donc, on va tirer la formule sur tout le reste de l'horizon planifié. Donc, pour cette règle-là, on n'a pas de stock, donc forcément les coûts de stockage ils vont être égaux à 0. Donc là, pour la formule, donc on fait la somme sur toute la ligne du stock fois le coût de stockage. Donc ça nous donne un coût de 0. Pour le lancement, donc c'est la même chose. On somme le nombre de lancements tout au long de la période qu'on va multiplier par 50 dirhams, donc le coût de lancement unitaire. Et donc le coût total, ça va être le coût de stockage plus le coût de lancement. Alors, maintenant, deuxième règle, c'est période économique de lancement avec plusieurs périodes possibles. Donc, nous, on a testé, donc ce sont des scénarios à chaque fois. Hein. On peut tester plusieurs périodes possibles. Donc, nous, on a pris un jour, une semaine et 10 jours. Donc ici, je vais sommer donc l'OF, l'ordre de fabrication que je vais lancer, correspond aux besoins de la journée. Donc je vais sommer les besoins sur une journée. Donc je vais faire la même chose pour les 15 jours. Donc le stock, ça va être la quantité qui est lancée, moins donc le besoin. Donc le besoin sur la journée, besoin net. Donc on aura un stock de 0. On aura un stock de 0 puisque la période est égale à une journée et que le stock, en fait, il se comptabilise en fin de journée. Donc, on aura un stock de 0 pour toute la durée. Donc, les lancements. Donc, on aura un lancement si on lance quelque chose. Donc, on lance des OF durant cette journée-là. Donc, si la quantité lancée est supérieure à 0, donc je vais avoir un seul lancement cette journée-là, sinon je vais avoir 0. Donc voilà, j'aurai au plus un lancement durant la période économique de lancement. Et voilà, donc le coût, ça va être la somme des stocks sur toute la période fois le coût de stock. Bien évidemment, on n'aura pas de stock pour cette règle-là. Plus les coûts de lancement, donc c'est la somme des lancements fois le coût d'un lancement. Pardon. Alors j'ai sommé alors que je devais mettre... attendez. Donc les coûts de stock c'est ici, les coûts de lancement c'est là. Voilà. Et ensuite, mon total, ça va être ici. Donc, c'est le coût de stock plus le coût de lancement. Ensuite, maintenant, on va supposer que je vais regrouper mon besoin pendant une semaine. Donc, ce que je vais lancer le premier jour, c'est la somme des besoins nets sur toute la semaine, donc durant les 7 jours. Voilà, donc j'aurai un 37 qui correspond à la somme des besoins sur toute la semaine. Et ici, pareil, je sommerai les besoins de toute la semaine, la deuxième semaine. Voilà, et je vais les lancer au début, bien évidemment, de la période économique. Donc ici, on va avoir un stock, bien évidemment. Donc mon stock, ça va être égal. C'est évidemment un stock en fin de journée. Donc c'est le stock... c'est ce que j'ai produit en supposant que je n'ai pas de stock préalable, donc préalable au jour 1. Donc je vais avoir la quantité que j'ai fabriquée le jour 1, moins les besoins durant le premier jour. Donc, ce qui a été consommé la première journée va être déduit de ce qui a été, produit. Ensuite, donc le deuxième jour, j'aurai le stock du jour précédent, moins ce qui a été consommé
durant cette journée-là, donc le deuxième jour. Donc et ça, je vais le tirer jusqu'au 7e jour où j'aurai un besoin de un stock de 0. Donc je vais arriver au 7e jour avec un stock de 0 puisque j'ai produit exactement la quantité des 7 jours. Et je vais faire la même chose pour la deuxième semaine. Donc je vais juste copier la formule. Voilà. Donc les lancements maintenant. Les lancements, je vais uniquement lancer en jour 1 et en jour 8. Donc je vais avoir un lancement ici et un lancement ici. Donc mon coût de stock, ça va être la somme de tout ce que j'ai en stock durant la période fois le coût de stockage par unité et par jour. Le coût de lancement, ça va être la somme de tous les lancements, donc 2 lancements durant la période de 15 jours, fois le coût de lancement. Donc finalement, en fait, les coûts, c'est un arbitrage à faire entre le stock et le lancement. Donc ça va être ça, plus ça. Les coûts de stock, plus les coûts de lancement. Maintenant, si ma période économique elle est de 10 jours, donc je vais sommer mes besoins sur 10 jours. Et après, donc le 11e jour, je vais sommer. Donc bien évidemment, puisque l'horizon s'arrête à 15 jours, je vais m'arrêter à 15 jours. Mais c'est bien évidemment glissant, hein. Alors, le stock. Donc mon stock, c'est ce que je vais produire le premier jour, moins ce que je vais consommer le premier jour. Et ensuite, donc ça va être le stock du jour précédent, moins ce que je vais consommer ce jour. Et je vais tirer jusqu'au 10e jour, où donc je vais arriver avec un stock 0. Donc la même chose, je vais faire la même chose pour le reste de la période. Donc je vais arriver avec un stock 0. Donc les lancements, donc si je vais le faire en formule, donc je vais faire si cette case-là est supérieure à 0, c'est que je vais avoir un lancement 0 sinon. Et je vais pouvoir tirer. Donc mon coût de stock, ça va être encore une fois la somme de ce que j'ai en stock fois le coût de stockage par unité et par jour. Et puis le coût de lancement, ça va être la somme des lancements durant la période fois le coût de lancement. Et donc le total, ça va être ça. Ok, donc troisième règle possible, c'est la quantité économique de lancement et la quantité qui a été calculée, on va dire, c'est 30 unités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les 30 unités le premier jour. Donc on aura un stock, donc je vais calculer mon stock. Le stock, c'est ce que j'ai produit moins ce que j'ai consommé.
toujours la même, c'est toujours la même formule. Donc le stock égale au stock du jour précédent, plus ce qui va entrer en stock, donc ce qui a été produit, moins ce qui a été consommé, donc ce sont mes besoins nets. Donc je vais tirer tout ça. Et lorsque, en l'absence donc de stock, de sécurité, lorsque je vais arriver à un stock négatif, je vais encore une fois réalimenter mon stock en déclenchant un lot de fabrication de 30. Donc, la même chose ici. Voilà. Et le lancement, donc si ce que j'ai lancé en fabrication est supérieur à 0, donc je vais avoir un lancement, 0 sinon. Donc ensuite, je vais calculer les coûts de stock de cette règle-là. Donc le coût de stockage, c'est la somme des stocks fois le coût de stockage unitaire par jour. Et puis les coûts de lancement, c'est la somme des lancements durant la période fois le coût d'un lancement. Et puis ici, je somme les coûts de stock et les coûts de lancement. Dernière politique, c'est la quantité multiple de lancement. Donc pour couvrir mon besoin, je vais lancer une quantité de 20, puisque j'ai un besoin le premier jour de 12 unités. Donc je vais lancer un stock, une quantité de 20. Donc mon stock, ça va être la quantité qui était lancée, moins le besoin. Donc, encore une fois, je le rappelle que c'est le stock en fin de période, donc en fin de journée. Donc ensuite, mon stock, ça va être le stock de la journée précédente, plus ce qui va alimenter le stock, moins la consommation. La consommation, ce sont mes besoins nets durant la journée. Et donc, je vais tirer mon stock. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un stock qui est négatif, donc je vais réalimenter. Je vais réalimenter en multiple de 10. Voilà. Et à chaque fois que je lance, donc chaque fois qu'il y a une quantité à lancer qui est supérieure à 0, je vais avoir un lancement de 1 et 0 sinon. Donc voilà, en fait c'est la même, sauf que j'ai oublié de fixer. J'allais copier la formule, mais j'ai oublié de fixer les coûts. Bon, je vais le refaire. Donc c'est la somme des stocks, des quantités en stock, fois le coût unitaire de stockage. Et ça, ce sont les coûts de lancement. Donc c'est la somme des lancements durant toute la période fois le coût de lancement unitaire. Et puis, on va sommer voilà. Donc voilà, vous obtenez des coûts totaux pour chacune des règles et vous voyez que pour cette configuration, pour les règles qu'on a testées, on peut en conclure que le coût minimum, on l'a en utilisant cette règle-là. Bien évidemment, c'est une méthode assez descriptive, donc ça, on peut faire le calcul pour un certain nombre de règles avec un certain nombre de paramètres. Bien évidemment, ça ne donne pas la politique optimale ou le lot optimal.
On a vu des règles simples à mettre en œuvre et dont on peut comparer l'efficacité pour pouvoir choisir la moins coûteuse. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste une approche descriptive qui ne garantit pas l'optimalité de la règle choisie. Pour optimiser les regroupements, et si la demande est connue par période fixe, il y a un algorithme qui a été proposé par Wagner et Widin et qui permet de retrouver la quantité économique de lancement. Autrement dit, les regroupements optimaux des besoins nets qui permettent de minimiser les coûts totaux de stockage et le lancement. L'algorithme est basé sur la programmation dynamique, dont le principe est qu'une politique optimale est nécessairement composée de sous-politiques optimales. Donc pour expliquer le principe, on va utiliser les notations suivantes. On va noter L, le coût fixe de lancement, et P, le coût de possession de stock par unité et par période. On va noter aussi BTK, qui sont les besoins nets cumulés sur la période T à K. Donc on va sommer les besoins nets pour la période allant de T à la période K. Et puis on va estimer le coût de ce regroupement-là. Donc le coût de ce regroupement, c'est CBTK. C'est le coût associé si on décide de regrouper les besoins en formant le lot BTK. Donc on va devoir lancer une quantité BTK à la date T correspondant aux besoins cumulés pour cette période, puis stocker les besoins jusqu'à ce qu'ils soient consommés. Donc le coût cumulé de ce regroupement, c'est le coût de lancement L, AT, et plus la somme des coûts de stockage des besoins jusqu'à leur consommation. C'est-à-dire L plus petit p, donc le coût de possession, fois la somme de J allant de T jusqu'à K, de J moins T, donc le nombre de périodes pendant laquelle je stocke le besoin, fois BJ. Donc BJ, c'est le besoin à J. Donc le principe de l'algorithme, c'est de déterminer si l'on commande seulement pour la période à venir ou s'il est préférable de commander pour plusieurs périodes. Donc en supposant qu'on commence notre planification par un stock nul, la première période commence nécessairement par un lancement. Donc je dois nécessairement lancer une quantité correspondant aux besoins nets de la première période pour couvrir ces besoins. Ensuite, pour la deuxième période, on compare le coût cumulé de deux politiques. Soit on va lancer le besoin net de la deuxième période à la deuxième période et on ne stockera pas. Soit on va lancer le besoin de la deuxième période en première période, regroupé avec les besoins de la première période. Donc on aura un seul lancement et puis on va stocker ce besoin jusqu'à sa consommation en deuxième période. Pour la période 3, on va comparer le coût cumulé de trois politiques. Soit on lance le besoin à la troisième période et on ne stockera pas, soit on va lancer les besoins de la troisième période avec les besoins de la deuxième période et on va stocker entre les périodes 2 et 3, soit on va stocker le besoin de la troisième période soit on va lancer le besoin de la troisième période en première période avec les besoins de la période 1 et 2 et on va stocker entre les périodes 1 et 3 jusqu'à la consommation du besoin. Donc on continue ainsi période par période jusqu'à la fin de l'horizon de planification. À la fin, on va retrouver donc le coût minimum. Et on va examiner le chemin qui a permis d'arriver à ce coût total minimum en commençant par la dernière période de l'horizon. Donc afin d'illustrer cet algorithme-là, je vous propose un exemple sur le fichier Excel de travail 3.mrp, onglet www comme Wagner et Widin. Voilà donc le fichier. Je vais agrandir un petit peu. Donc, en première ligne, vous retrouverez les besoins nets période par période, donc les besoins nets d'une référence de produit qui découlent en fait du calcul MRP. Puis en colonne, vous allez retrouver les périodes
pendant laquelle je vais lancer le besoin d'une période donnée. Ensuite, vous avez les coûts, les différents coûts associés. Vous avez le coût de lancement qui est de 1000 dirhams et le coût de stock qui est de 4 dirhams par unité de produit et par période. Donc ici, je vous ai remis un peu la formule qu'on va utiliser pour calculer les coûts totaux. Donc pour la première période, on va commencer par la première période pour dérouler l'algorithme. Donc on a dit qu'on n'avait pas de stock. Donc pour couvrir le besoin de 40 de la première période, on va devoir lancer la production de 40 produits afin de couvrir notre besoin. Donc lorsqu'on va lancer, ça va nous coûter un coût de lancement de 1000 dirhams. Voilà, et donc c'est la seule option pour la première période. Donc c'est le coût optimal sur la première période. Ensuite, on va passer à la deuxième période. Donc la deuxième période, on va devoir comparer deux politiques. Soit je vais lancer mon besoin de 70 en première période avec le besoin de 40 de la première période et je vais stocker le 70 entre la période 1 et la période 2. Donc ça va me coûter au global, hein, parce que c'est toujours le coût global de la politique. Ça va me coûter les 1000 dirhams de lancement des 40 plus 70, donc les 110, plus le coût de stockage de 70 pendant une période. Donc je vais me ramener à cette formule. Donc c'est le coût de lancement plus le coût de stock fois, donc ici, T c'est égal à 1 et K c'est égal à 2. Donc c'est la somme de 2 moins 1 fois BJ fois le coût de stock. D'accord? Donc c'est 2 moins 1. Donc c'est-à-dire que je vais stocker pendant une période 70 unités et je vais multiplier par le coût de stock unitaire. D'accord? Donc ça va me coûter au global 1290 dirhams. Maintenant, si je décide de lancer les besoins de la deuxième période, donc les 70, en deuxième période, donc je n'aurai pas besoin de stocker. Par contre, ça va me coûter, outre les coûts de lancement du premier lot à la première période, des 40 unités à la première période, ça va me coûter un autre coût de lancement des 70 unités en deuxième période, donc ça va me coûter 2000 dirhams. Donc voilà, ce sont les deux options possibles pour la période 2. Le minimum, l'option qui va me coûter un minimum d'argent, c'est bien la première option qui est de lancer les 70 unités pour couvrir le besoin en première période et de les stocker. D'accord? Donc je la colorie. Comme ça, je garde à chaque fois l'option qui va me permettre de minimiser le coût pour chaque période. Donc ensuite, on va passer en période 3. Donc en période 3, j'aurai trois choix. Soit je lance en première période, je lance les 90, donc j'aurai besoin de 90 unités pour couvrir mon besoin. Donc ces 90, soit je les lance en première période et je les stocke de la période 1 jusqu'à la période 3, soit je les lance en deuxième période et je les stocke entre la période 2 et la période 3, soit je fais un nouveau lancement, une nouvelle fabrication, donc je ne stocke pas, je lance la fabrication à la période 3 et dans ce cas-là, ça me coûtera un coût de lancement en plus. Donc on va calculer le coût global pour chacune de ces politiques-là. Donc si je décide de lancer ma production des 90 produits en première période, donc ça va me coûter le coût déjà, le coût que ça m'avait coûté en deuxième période, plus le coût de stockage des 90. D'accord? Donc on va retomber sur cette formule-là toujours. Donc ce que je vais ajouter pour le coût cumulé, c'est le coût de stockage des 90 unités. Donc ça va me coûter 3 moins 1. Donc je vais stocker sur deux périodes les 90 unités. Et ça va me coûter 4 dirhams l'unité pour chacune des périodes. Donc au global, ça me fait 2000 dirhams. Donc deuxième option, je vais
faire le lancement à la deuxième période. Donc si je fais mon lancement à la deuxième période, c'est-à-dire que j'ai fait le lancement des premiers besoins à la première période. Ensuite, j'ai fait le lancement de deuxième besoin à la deuxième période. Donc, ça m'avait coûté 2000 dirhams. Donc, à ces 2000 dirhams, je vais ajouter le stockage des 90 unités en deuxième période. Pardon, le stockage entre la période 2 et la période 3. Donc, ça va me coûter 3 moins 2 que je vais multiplier par 90 que je vais multiplier par le coût unitaire de stockage. Troisième option, je vais couvrir mes besoins en période 3 par un lancement de la fabrication en période 3. Donc je ne vais pas, stocker. Donc ça va me coûter un coût de lancement en période 3 pour couvrir mon besoin, plus la politique optimale en période 2, c'est-à-dire les 1280. Donc en gros, ce coût-là, ce coût que j'ai calculé, ça correspond à produire les besoins des périodes 1 et 2 en période 1, stocker les besoins de la deuxième période entre la période 1 et 2, ce qui va me coûter 1280, et puis lancer les 90 dont j'aurai besoin en troisième période. Donc c'est à ça que correspond ce coût-là. Donc si je regarde la colonne, donc les trois possibilités qui s'offrent à nous en période 3, si je regarde cette colonne-là, on voit bien que le minimum, ça reste toujours de lancer en période 1 pour couvrir la période 1, 2 et 3. Donc on va faire la même chose pour la période 4. Donc la période 4, c'est 4 possibilités, lancer en période 1, ou 2, ou 3, ou 4. Donc si je lance en période 1, ça va me coûter donc le coût de la période précédente, auquel je vais ajouter les coûts de stockage des 60 unités. Donc ça va me coûter 4 moins 1, donc ça fait un stockage pour 3 unités de temps, 3 périodes, pardon, fois 60, donc la quantité à stocker qui va me couvrir mon besoin, fois le coût unitaire de stockage. D'accord? Si maintenant je décide de lancer la quantité pour couvrir mes besoins en période 4 en période 2. Donc ça va me coûter les 2360 de la période précédente, auquel je vais rajouter le coût de stockage. Donc le coût de stockage, encore une fois, c'est 4 moins 2 fois 60 fois 4. Donc en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est la même formule qui se répète à chaque fois, hein. C'est cette formule-là qui se répète. Donc il suffit, pour tirer en fait la formule, il suffit juste de fixer. Donc on doit fixer le besoin, donc le F2. Et on doit fixer le coût de stock, donc le Q3. Et on doit aussi fixer la période courante, c'est-à-dire le F4. Voilà, et avec ça, je pourrais tirer ma formule. Donc, vous voyez, pour la période, si je décide de lancer en période 3, donc ça va me coûter le coût de la période précédente, plus 4 moins 3, c'est-à-dire que je vais stocker entre 3 et 4, donc c'est pendant une période, fois les 60, fois le coût de stock. Maintenant, les coûts de lancement, je ne vais pas les tirer puisque c'est une formule à part. Donc, c'est si je décide de couvrir mes besoins en période 4 par un lancement en période 4, ça va me coûter un coût de lancement plus la politique optimale de la période précédente, c'est-à-dire les 2000 dirhams correspondant à un lancement en période 1 des besoins des périodes 1, 2 et 3.
Ok, donc ça va me coûter 3000 dirhams. Donc la même chose, si je regarde cette colonne-là, le coût minimum, ça correspond à un lancement en période 3. Et donc c'est la politique qui va me permettre de minimiser mon coût à ce niveau-là. Ok, donc pour limiter, pardon, en période 5, donc j'aurai le choix entre 5 possibilités, soit lancé en 1, soit lancé en 2, soit lancé en 3, soit lancé en 4, soit lancé en 5. Maintenant, notre politique optimale ici, c'est de lancer en période 3. D'accord? Donc, est-ce que ça a un sens de lancer en période 1 pour couvrir les besoins en période 5, sachant qu'on a déjà un lancement en période 3 pour pouvoir optimiser. Donc ça sert à rien en fait de calculer ces options-là, puisqu'elles sont dominées par le fait de lancer en période 3, puisque je ne vais stocker qu'entre 3 et 5 au lieu de stocker entre 1 et 5 ou de stocker entre 2 et 5. D'accord? J'espère que c'est clair. Mais c'est juste histoire de limiter les calculs. Hein. C'est juste pour ne pas faire trop de calculs. Donc, les solutions que je sais être dominées par d'autres solutions, je ne les calcule pas. D'accord? Donc, les options que je vais comparer, ça va être un lancement en période 3, un lancement en période 4 ou un lancement en période 5. Donc si je lance en période 3, donc c'est la même formule. Donc je prends le coût de la période précédente auquel j'ajoute le coût de stockage pour avoir cette formule-là. Donc le coût de stockage, ça va être 5 que je vais fixer, moins le 3 fois le nombre d'unités pour couvrir mon besoin que je vais fixer aussi, fois le coût de stockage que je vais fixer aussi. J'ai fait 2 fois, voilà, donc c'est ça, plus 5 moins 3 fois, attendez, fois la quantité, donc la quantité et là, on la retrouve plus. Donc la quantité qui doit être aussi fixée fois le coût de stock. Donc ça me fait un coût de 2920 dirhams. Donc je peux tirer ici. Donc ça me fait le coût de la période précédente plus 5 moins 4 fois 50 fois 4 dirhams. Et puis, si je décide de couvrir mes besoins en période 5 par un lancement en période 5, ça va me coûter le coût de lancement plus le coût de la politique optimale en quatrième période. Donc, la politique optimale en quatrième période, ça me coûte 2520 dirhams. D'accord? Donc encore une fois, si je parcours cette colonne-là, le coût qui va me minimiser mes coûts de lancement et de stockage, ça va être celui-là, c'est-à-dire ce qui correspond à un lancement en période 3 pour couvrir les besoins en période 5. Donc on va passer à la période 6. Donc pour la période 6, pareil, on va comparer un lancement en période 3, 4, 5 et 6. Donc pour ça, le coût est égal au coût de la période précédente, plus le coût de stockage. Donc je fixe la période moins 3 fois la quantité pour couvrir le besoin net, que je vais fixer aussi, fois le coût de stock, que je vais fixer aussi. Donc ça va me coûter 3280 que je vais tirer. Voilà, et ensuite, si je décide de lancer en période 6, ça va me coûter un coût de lancement plus la politique optimale de la période précédente qui correspond à 2920.
Voilà, donc si je regarde cette colonne-ci, donc le coût qui minimise le coût à cette étape-là, c'est toujours un lancement en période 3. Donc ensuite, on passe à la période 7, pareil, donc je vais comparer un lancement en période 3, 4, 5, jusqu'à 7. Donc, c'est la même formule, hein, c'est cette formule-là. Donc, c'est la période précédente, puisque c'est un coût cumulé, plus le coût de stockage. Donc, c'est le 7 que je vais fixer, moins le 3, fois la quantité à fabriquer pour couvrir le besoin net, fois le coût de stockage unitaire que je vais fixer aussi. Donc je vais tirer cette formule puisque c'est la même formule à chaque fois. Et puis, si je lance en période 7, ça va me coûter un coût de lancement plus le coût optimal de la période précédente. Donc, si je parcours cette colonne, donc le coût optimal dans cette colonne-là, c'est toujours un lancement en troisième période, c'est ça. Donc ensuite, je passe à la 8e période. Donc la même chose, je vais comparer les politiques suivantes de lancement en période 3 jusqu'à la période 8 pour couvrir le besoin en période 8. Donc ce sera toujours la même formule. C'est le coût de la période précédente plus le coût de stockage. Donc de la période 3 à la période 8 fois le besoin net fois le coût de stock unitaire que je vais fixer. Et ensuite, je vais tirer cette formule-là. Et puis, pour le lancement, donc si je lance en période 8 pour couvrir ma période 8, donc ça va me coûter un coût de lancement plus le coût optimal de la période précédente. Donc si je regarde cette colonne, donc le coût qui minimise, c'est bon, on a des ex-aequo, donc on prend le min des ex-aequo, on prend le lancement à la 5e période. Et donc pour la période 9, donc ça ne sert à rien encore une fois de calculer un lancement en période 3 et 4 parce qu'il va être dominé à chaque fois par un lancement en période 5. D'accord, ça ne sert à rien de lancer la quantité de 60 en période 3 et 4, sachant qu'il y a déjà un lancement en période 5. Donc on va inutilement stocker en fait pendant 2 périodes, ce qui explique que ces solutions-là vont toujours être dominées, donc il n'y a pas besoin de les calculer. D'accord, donc un lancement en période 5, ça va être égal, donc le coût de ce lancement-là, ça va être égal au coût de la période précédente, plus le coût de stockage. Donc le coût de stockage entre la période 5 et la période 9, donc je fixe le 9 moins le 5 fois la quantité fois le coût de stockage unitaire. Et puis, je vais tirer ma formule. Et puis, pour un lancement en période 9 pour couvrir le besoin de la période 9, ça me coûtera un coût de lancement plus la politique optimale en période 8. Donc si je parcours cette colonne-là, on voit que le coût minimum, ça correspond à un lancement en période 8. Donc voilà, donc pour la période 10, pour couvrir le besoin de la période 10, pareil, ça ne sert à rien de faire ces calculs-là, donc je vais me positionner en période 8, puisqu'il y aura de toute manière un lancement en période 8.
et je vais comparer un lancement en période 8, 9 et 10. Donc pour un lancement en période 8, ça va me coûter le coût de la période précédente, plus le coût de stockage, donc toujours la même formule, 10 moins 8 fois 70 que je vais fixer, pardon, fois le coût de stockage unitaire que je vais fixer aussi. Et je vais tirer. Et puis pour le lancement, je fais 1000 plus le coût optimal de la période précédente. Donc lorsque je regarde la colonne, le coût qui minimise, c'est un lancement en période 8 toujours. Donc pour la période 11, je compare un lancement en période 8, 9, 10 et 11. Donc toujours la même formule, plus 11 que je vais fixer, moins 8, fois la quantité à fabriquer que je vais fixer, fois le coût de stock que je vais fixer aussi. Donc ensuite, je vais tirer et ici, si je lance en période 11 pour couvrir les besoins de la période 11, ça va me coûter un lancement en période 11 plus le coût optimal en période précédente. Donc si je regarde la colonne, le coût le coût minimum, ça correspond à un lancement en période 10. Et du coup, en 12e période, je compare un lancement en période 10, 11 et 12. Plus. Donc un stockage entre 10 et 12. Fois la quantité que je fixe aussi, fois le coût unitaire de stockage que je fixe aussi. Et donc je tire la formule et pour le lancement, ça va me coûter un lancement en période 12 plus la politique optimale de la période précédente. Donc lorsque je compare la dernière colonne, eh bien on voit que le coût optimal, le coût qui me minimise mes coûts totaux de lancement et de stockage, c'est 6640 dirhams et ça correspond à un lancement en période 11 pour couvrir les besoins de la période 12. D'accord? Donc pour restituer en fait mes lots que je vais regrouper, donc je vais essayer de retrouver le chemin qui m'a mené à ce 6640. D'accord? Donc le 6640 qui correspond à un lancement en période 11 pour couvrir la période 12, je l'ai calculé à partir de ce 6400 qui est de lancer en période 11 pour couvrir les besoins de la période 11. D'accord? Donc mon premier lot regroupé, c'est celui-là. Ensuite, donc ce 6400, il a été calculé à partir de ce 5400 qui correspond à un lancement en période 8. Et le 4500, il a été calculé sur la base de ce 4840 qui est de lancer en période 8 pour couvrir le besoin en période 9, qui a été à son tour calculé à partir de ce 4600 qui correspond à un lancement en période 8 pour couvrir la période 8. Donc mon lot, mes besoins regroupés, ça va être B810. D'accord? Et ce 4600, il a été calculé à partir de ce 6400 qui correspond à
lancement en période 3 pour couvrir les besoins de 7 qui a été calculé à partir de ce 3280 et 3280 a été calculé sur la base de 2320 et 2920 a été calculé sur la base du 2520 qui correspondent tous à un lancement en période 3. Donc je vais regrouper mon B37. Donc ça me forme un lot. Donc ensuite, le 2520, il a été calculé sur... pardon, je me suis trompée. Donc ça, c'est un lancement en période 3. Donc mon lot, il va jusque là. Donc je lance en période 3, bien évidemment. Donc je vais couvrir les besoins en période 3. Donc voilà. Ensuite, ça a été calculé sur la base des 1280 qui correspond à un lancement en période 1. Et donc le 1280, il a été calculé à partir du 1000 qui correspond à un lancement en période 1. Donc tous les deux forment un lot. Voilà, donc pour obtenir les 6640, je devrais lancer une quantité de 110 pour couvrir en période 1 pour couvrir la période 1 et 2. Je devrais lancer la somme de donc B37 pour couvrir les besoins de la période en période 3 pour couvrir la période 3, 4, 5, 6 et 7. Je devrais lancer B8, 10, une quantité B8, 10, donc la somme des besoins entre 8 et 10 pour couvrir cette période-là, donc en lançant à la période 8. Et puis, je devrais regrouper les besoins en période 11 et 12 pour couvrir les besoins en cette période-là que je devrais lancer en période 11. Et ça, donc, ça correspond à une politique de regroupement optimal obtenue en déroulant l'algorithme de Wagner et Wedin. On a dit que le calcul des besoins et des charges se faisait en 2 étapes. On a vu dans ce qui précède la première étape qui est le calcul des besoins nets par le MRP. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième étape qui est le calcul des charges. Donc en effet, la méthode MRP, elle calcule les ordres de fabrication et les ordres d'achat sous une hypothèse que la capacité des ressources est infinie. Donc on calcule combien on doit, combien de matières premières on doit acheter et combien de composants et de produits finis on doit fabriquer, sous l'hypothèse que les machines ont une capacité infinie. Donc en tout cas, on ne prend pas en compte la contrainte de la capacité des machines. Donc le capacity, ce qu'on appelle Capacity Requirement Planning ou CPR est une fonction additionnelle qui va se dérouler en 2 étapes aussi. Donc la première étape consiste à calculer les charges induites par le MRP à capacité infinie. Donc on a fait chaque ordre de fabrication doit être lancé puis réceptionné d'après le MRP à une date donnée. Donc pour chaque ordre de fabrication correspond au passage d'un lot sur une succession de postes de charge ou des ressources qui sont spécifiées dans la gamme de fabrication. Pour chaque poste de charge, donc pour chaque ressource, on va placer successivement chacun des ordres de fabrication qui utilisent ce poste de charge à une date donnée en accumulant les opérations qui doivent être effectuées sur cette ressource sans se soucier de la charge qui est déjà placée. Donc on peut placer les opérations aux dates de jalonnement au plus tôt, c'est-à-dire qu'on commence par la date de lancement. Si on a plusieurs ordres si on a plusieurs ordres de fabrication à passer sur cette machine-là, on va passer le premier ordre de fabrication, puis le deuxième, puis le troisième. On passe en commençant par les dates de lancement de ces OF-là. Donc à la fin, si on n'a pas dépassé la capacité, on aura une marge. Et cette marge va se situer en aval. Donc elle va nous permettre de faire face à des aléas de la production, comme par exemple la machine qui tombe en panne.
Donc si la machine tombe en panne, donc par exemple ici, on va décaler les opérations des 3, donc on aura une marge pour le faire tout en respectant la date de réception. L'autre possibilité, c'est le jalonnement plus tard, qui consiste à placer les ordres sur la ressource en commençant par la date de réception attendue, et on va les placer comme ça à reculons, ce qui va permettre de libérer la capacité de la ressource. Pardon, ce qui va permettre de libérer la capacité de la ressource à court terme. Donc ici, la marge sera située en amont. Ça va permettre de réduire les stocks d'encours puisque la production sera achevée à la date du besoin et que l'on n'aura pas besoin de stocker la référence. Donc lorsque tous les ordres de fabrication auront été placés sur les postes de charge, on pourra déterminer le total des charges induites période par période sur chacun des postes de travail. Et la deuxième étape du CPR consistera à vérifier la faisabilité des OF en comparant cette charge induite à la capacité disponible pour chacun des postes. Donc pour illustrer en fait cette méthode-là, ce calcul de charge, je vous propose l'exemple de 3 articles X, Y et Z qui utilisent le même poste de charge, donc la même ressource. Dans la première colonne du tableau, vous avez la charge, ici, vous avez la charge induite unitaire pour chacune des références, pour chacun des articles, donc, sur le poste de travail. Donc, de combien de temps on a besoin pour traiter chaque article sur ce poste de travail. L'article X prend 1h30 de travail sur ce poste de travail. L'article Y prend 2,2 heures de travail sur ce poste de manière unitaire donc, et chaque article Z prend 0,8 heures de travail sur le poste de travail. Ensuite, vous avez les ordres de fabrication à fabriquer pour les 3 articles pour les semaines 45 à la semaine 50. Donc voilà, ça ce sont les ordres de fabrication à fabriquer pour chacun des articles pour chacune des semaines. Sachant que la capacité hebdomadaire est de 60 heures sur ce poste de travail, essayez s'il vous plaît d'arrêter la vidéo et de voir, de calculer semaine par semaine si les ordres de fabrication sont réalisables ou pas. Donc voilà, à partir du tableau, on peut calculer les charges induites pour chaque période, pour chaque article, en multipliant la quantité à fabriquer par la charge unitaire. Par exemple, pour la semaine 45, vous avez une charge correspondant à l'article X de 11 fois 1,5 qui donne 16,5 de charge, 16 heures et demie de charge. Puis on a la charge de l'article Y qui est de 5 fois 2,2, ce qui donne 11 heures de charge sur ce poste de travail. Et puis on a l'article Z donc qui devra être fabriqué en 20 unités. Chaque unité devra être fabriquée en 0,8 et donc une charge de 20 fois 0,8 qui donne 16 heures de travail pour l'article Z. Donc lorsqu'on va sommer, on va faire charge pour l'article X, charge pour l'article Y, charge pour l'article Z, ce qui va donner 16,5. 16,5 plus 11 plus 16, ce qui va donner 43,5 heures au total de charge pour cette semaine 45, qui est bien au-dessous des 60 heures de capacité. Donc on pourra traiter tous les ordres de fabrication pour la semaine 45. Donc on va faire la même chose semaine par semaine. Et donc on va avoir ce graphique là, donc ça correspond donc à la charge pour chacun des articles pour chacune des semaines. Donc la capacité ne change pas, c'est 60 heures pour chaque semaine. Et donc ce qu'on peut constater à travers le graphe, c'est qu'on a une surcapacité, une charge qui est supérieure à la capacité pour les semaines 47
et 49. Donc si on exécute le planning du MRP tel qu'il est, et il est certain que certains ordres de fabrication ne pourront pas être réalisés à temps et donc on aura des retards en cascade sur les ordres de fabrication. Donc il faudra réagir par anticipation, d'où l'importance de cette deuxième étape de vérification. Donc pour les semaines 47 et 49, on devra mettre en place des actions pour adapter la charge à la capacité au meilleur coût, comme par exemple, donc les actions, ça sera par exemple faire des heures supplémentaires, travailler en 2 équipes au lieu de 3 équipes, ou en 3 équipes, pardon, travailler en 2 équipes au lieu d'une équipe, ou 3 équipes en lieu de 2 équipes, donc faire des shifts en plus. On peut même envisager le recours à la sous-traitance si on a un fournisseur flexible. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de lisser la charge en ayant recours à un stock d'anticipation. On verra dans le slide suivant plus de détails sur cette action-là. Si maintenant toutes les actions ne sont pas possibles, par exemple si on travaille déjà en 3 shifts, si on n'a pas de fournisseur sélectionné par un processus d'achat pour cette référence ou que ce fournisseur-là n'est pas flexible, on devra envisager de modifier le PDP en retardant certains ordres de fabrication. Donc, on a dit que l'une des actions possibles en cas de dépassement de la capacité était le lissage de la charge. On va donc avancer certains ordres qui constituent une surcharge et on va les produire à l'avance, là où on a une capacité excédentaire. Donc la charge de la période en question va diminuer en dessous du niveau de capacité et la charge de la période pour laquelle dans laquelle on a avancé la production va augmenter. Donc on va constituer un stock d'anticipation qui sera rajouté aux besoins bruts de cette période-là et qui sera diminué des besoins bruts de cette période-là. D'accord. Donc au-delà de ça, cette augmentation du besoin brut dans une période précédente aura un impact sur les besoins bruts des composants aussi, puisque finalement pour pouvoir produire ce produit à l'avance, on devra disposer de tous les composants de ce produit-là. Il faudra donc refaire le calcul MRP pour ce produit-là et pour tous les composants du niveau supérieur de la nomenclature, donc tous les produits, tous les composants et matières premières qui le composent dans la nomenclature. Donc il faudra refaire encore une fois, donc je le répète encore, il faudra refaire le calcul MRP en changeant le besoin brut de ce produit. Donc on diminue le besoin brut de cette période-là et on le rajoute à la période précédente. Et puis, on va calculer les OF et ces OF vont servir à calculer les besoins bruts des composants et matières premières de ce produit-là. Donc j'espère que c'est clair. Je vous remercie pour votre attention. Donc cette vidéo clôture le chapitre de planification hiérarchisée. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou des remarques. Je vous dis Ramadan Mubarak et à très bientôt, Inch'Allah.